Bienvenue dans Rue de la République pour cette nouvelle émission consacrée encore une fois à la politique. Je suis aux côtés d'Hélo Purguette, le président, le directeur éditorial de la Marseillaise. Bonjour. Pour recevoir un nouveau député fraîchement élu. Marc Ménat, bonjour. Bonjour à vous. Député d'Aix-en-Provence, 10e circonscription. 11e circonscription, il fallait que je fasse une faute évidemment. Parce qu'il y a beaucoup de RN dans les autres circonscriptions. Exactement, on va en parler évidemment. Ancien prof de droit, ancien doyen de la fac. Oui. Et donc, nouvel élu qui est arrivé à l'Assemblée nationale en juillet dernier. J'ai envie de vous entendre, monsieur le professeur, monsieur le député, plutôt sur cette recomposition politique qui a lieu sous nos yeux, à une vitesse assez affolante, mais justement par sa lenteur. Qu'est-ce que ça dit de nos institutions et comment est-ce que vous analysez le fait qu'on a mis autant de temps à nommer un Premier ministre, que pour le gouvernement, ça s'est beaucoup traîné et ça traîne beaucoup encore? On peut faire plusieurs analyses, mais d'abord directement, nos institutions, je pense qu'elles ne sont plus adaptées au temps nouveau. Mais une fois que j'ai dit ça, je pense d'abord qu'elles sont surtout malmenées. Elles ont été malmenées et sont toujours malmenées par le président de la République. Il a mis plus de 50 jours à finalement nommer un Premier ministre. Il l'a fait dans des conditions étranges, puisque c'est finalement la 5e formation politique au Parlement en représentativité qui a un Premier ministre. Si j'ai une blague à faire, je dirais que parfois les LR tiennent dans une cabine téléphonique et il faut un gouvernement, vous voyez. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'incongruité démocratique, car ça ne respecte ni le vote du premier tour, et encore moins le vote du second tour, qui a été celui du Front républicain. Et donc, il y a de la part du président de la République, une intelligence artificielle, je l'appellerais ainsi, qui va à l'encontre des intérêts du pays. Il est un arbitre, il a été un joueur dans la dissolution, un joueur pendant 50 jours. Et au moment où il nous dit qu'il y a une solution à droite, avec un soutien tacite de l'extrême droite, eh bien on voit que M. Barnier n'arrive pas à faire un gouvernement. On va le voir évidemment en détail. Est-ce que c'est de nature à réconcilier la politique avec tous ceux qui nous écoutent, qui nous lisent, qui n'y croient plus du tout et qui se disent c'est bidouillage et compagnie, quoi, c'est pas pour moi? Écoutez, ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu une très forte mobilisation. Au moment pour de une raison, élections. C'est le barrage au Rassemblement national. Oui, mais dès le premier tour, ça votait. Ça votait énormément. Il y avait un intérêt véritable pour ces élections, pourtant dans des conditions difficiles. Donc il y a eu une mobilisation des électeurs, une mobilisation des citoyens pour leur avenir, et notamment pour sanctionner M. Macron. Et finalement, on se retrouve pratiquement avec les mêmes au perchoir, et nous verrons les variantes que M. Barnier sera capable de faire. Donc les gens ont eu l'impression que leur vote était confisqué, et ensuite, effectivement, ils ont l'impression d'être très éloignés des jeux politiques actuels. Mais je veux les mettre en garde, cependant. Je pense que, contrairement à ce qu'ils croient, ils ont été peut-être trop habitués à une vision verticale, presque autoritaire de la politique. Aujourd'hui, le débat se passe au Parlement. On a un parlementarisme de fait. Moi, j'aimerais bien qu'on ait un parlementarisme de droit. Donc, si ça prend un peu de temps aussi, s'il y a des tensions, ça fait partie de la vie démocratique, comme cela existe dans les régimes parlementaires comparables en Europe. Alors, est-ce que pour vous, le gouvernement Barnier va pouvoir tenir? Et si ça n'est pas le cas, est-ce que vous soutenez toujours l'idée que Lucie Castet a la responsabilité de réunir un gouvernement? La première chose, c'est que pour ma part, je ne suis pas surpris des difficultés de M. Barnier. Je n'en suis pas surpris parce qu'en fait, M. Macron ne veut qu'un parfum de cohabitation et M. Barnier n'a pas les coups des franches. Et en plus, lui-même a l'air de vouloir tirer bien à droite, ce qu'il est, ce gouvernement. Donc je constate la faillite de cette stratégie. Et j'en viens à votre question. On nous avait dit que nous, à gauche, si M. Macron nommait finalement la coalition arrivait en tête, tout de même, je le rappelle, à ces élections, avec une candidate que nous avions trouvée en commun, qui est Lucie Castet, eh bien, ça serait l'instabilité et la censure immédiate. Ben, ce que je constate, c'est que l'instabilité, elle est aujourd'hui du fait de M. Macron et du fait de l'incapacité de M. Barnier. Donc oui, dans ce contexte, là aussi, je l'avais dit d'ailleurs à quelques députés du Nouveau Front Populaire, je pense que les choses vont revenir d'une certaine manière vers nous. Je suis peut-être optimiste, mais parce que c'est la logique de ces élections. Donc à nous d'être prêts. Oui, Lucie Castet est notre candidate. Maintenant, il faut bien sûr voir
par rapport à une première séquence en partie ratée par la gauche, tout de même dans le résultat, de quelle manière, stratégiquement, nous allons faire les choses si, par hasard, nous avions à nouveau la possibilité de faire un gouvernement. Parce que ce que je recherche... Sans assurance non plus, oui, de ce majorité. que je recherche, c'est pas l'esprit de parti. Moi, ce que je recherche, c'est l'intérêt du plus grand nombre et des Français en tant qu'élu de gauche. Et donc, moi, je suis effrayé de ce qu'on nous annonce en termes de coupes budgétaires. Je suis effrayé de voir M. Barnier commencer à nous parler d'une école qui ne serait plus pour les enfants à 3 ans, mais à 4 ans. Je suis effrayé qu'ils mettent sur le devant de la scène, comme cela, le thème de l'immigration pour faire plaisir à Madame Le Pen. Et je pense qu'une autre politique est possible et qu'en plus, nous avions la moyen de trouver des majorités sur un certain nombre de sujets pour qu'au Parlement, ces premières mesures puissent passer. Donc, alors, justement, vous parlez d'une politique très à droite. Est-ce que vous êtes surpris par cette recomposition qui est en cours? Des élus marseillais rejoignent LR, rejoignent le RN. C'est aussi le cas d'une élue au conseil municipal d'Aix-en-Provence. Ben oui, je pense que regardez ce qui se passe aussi au niveau européen avec Madame van der Leyen et l'idée que finalement en Europe, il pourrait y avoir une co-direction, une co-gestion avec des amis, par exemple, de Madame Meloni. On a le même tropisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe et qui est très grave, c'est pas simplement la montée des populismes ou de l'extrême droite, c'est l'alliance de la droite traditionnelle avec l'extrême droite. C'est un fait marquant de nos sociétés que l'on retrouve au niveau local, comme au niveau national, comme au niveau européen. Comme en Allemagne, évidemment, aussi en ce moment. Et face à ça, il ne peut y avoir qu'une gauche unie, une gauche responsable, car c'est la seule qui peut porter un projet alternatif politique, mais aussi un projet de société. Marc Penat, vous avez dit il y a quelques instants qu'on allait sur les thèmes de l'immigration, qui était le champ quasiment réservé de Marine Le Pen. Est-ce que l'immigration, ça peut pas être de gauche? Est-ce qu'on peut pas prendre à bras-le-corps ceci? Est-ce que justement la gauche n'a pas payé le fait d'avoir été un peu trop angélique en la question, ou de pas s'emparer de ces questions-là? Non, je ne crois pas que la gauche ait été angélique en matière d'immigration. Si vous regardez la politique qui a été menée par Lionel Jospin, ça remonte un peu, ou par François Hollande. Moi, j'étais autrefois un très proche de Jean-Pierre Chevènement. Vous voyez, j'appartiens à une gauche républicaine qui, en matière d'immigration, n'a pas de leçon à recevoir de la droite, sauf que c'est pas la même politique. Je crois que le thème de l'immigration, il ne devrait pas être à ce point instrumentalisé, tel qu'il est, de manière pratiquement nauséabonde, en montrant du doigt l'étranger nouvellement arrivé. On a un imaginaire CNews, excusez-moi l'expression, de plus en plus important dans la société. Et donc, si la gauche parle de l'immigration, elle doit en parler autrement. Elle doit trouver d'autres solutions. Ne pas être angélique. Quelle solution ? Bien entendu. Eh bien, il faut une régulation de l'immigration. Je vous donne un exemple. Vous avez vu Madame Meloni, elle a bien été obligée de régulariser 300 000 migrants parce que elle en avait besoin dans son économie. Et demain, si en France, on avait les politiques imbéciles du Rassemblement national qui étaient appliquées, on aurait une économie à genoux. Et d'ailleurs, les patrons eux-mêmes le disent. Donc il faut envisager les choses autrement. Il y a une immigration de travail dont on a encore besoin. On a un vieillissement démographique un peu partout en Europe et qu'on ne nous dise pas que cette immigration va être un grand remplacement, je n'y crois absolument pas. C'est plutôt notre absence, je dirais, de solutions d'intégration en matière économique, en matière sociale, en matière de garantie des droits, aussi sans doute notre incertitude générale qui occasionne ces peurs qui sont parfois fabriquées. Je ne pense pas qu'on doit les avoir maintenant, par ailleurs. Évidemment, le problème global de l'immigration reste une question pour nos sociétés. Et lorsqu'après, on concentre dans certains quartiers tous les problèmes, c'est une forme de caisse de résonance sur laquelle il faut se pencher, sur laquelle il faut trouver des solutions en matière économique, sociale, des solutions en matière d'aménagement du territoire, des solutions en matière d'urbanisme, en matière d'habitat. C'est de cette manière très sérieuse et non idéologique qu'il faut prendre l'immigration. Alors l'extrême droite, qui est effectivement assez influente dans le débat public, va aussi sur le terrain de la gauche en présentant une proposition pour abroger la réforme des retraites. Est-ce que vous la voterez ? Alors écoutez, c'est une question qu'au niveau en tout cas des députés socialistes, nous avons un peu discuté. Je mentirais si je disais qu'on n'en a pas discuté, que nous n'avons pas tranché. Ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau du bureau de l'Assemblée,
nous avons laissé cette proposition aller au débat. Aucun électeur de gauche n'aurait compris qu'une proposition qui tend, car nous n'avons pas encore le contenu de la proposition, qui tend à une abrogation de cette loi Macron sur les retraites, que nous avons combattue, on n'aurait pas compris qu'on fasse blocage au niveau du bureau, qui en plus n'a pas vocation à jouer un rôle politique à ce niveau-là. Ça, c'est une petite tambouille, quoi. Oui, non, c'est pas de la tambouille, c'est le fonctionnement démocratique d'une assemblée. C'est une niche en même temps. Voilà. Et après, on arrive au débat. Donc, il va y avoir un débat. Moi, j'attends de voir ce que sera réellement la proposition du RN dans la matière, parce que le RN a déjà changé plusieurs fois de position. Deuxièmement, le RN tend à soutenir pour l'instant la démarche de M. Barnier. La démarche de M. Barnier, c'est surtout pas de revenir sur la loi Macron. Il pourrait même proposer un jour, dans ses rêves, de l'aggraver. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une contradiction. Donc, nous allons regarder attentivement les choses. Je veux rappeler aux citoyens que c'est parce que le Rassemblement national, et ça c'est vrai, en tant que parti politique est arrivé en tête au niveau de l'Assemblée, en nombre d'élus, que c'est à lui d'avoir cette première niche Il a dégainé le premier, on va dire, quelque part. Nous allons voir ce qu'il en est, mais je rappelle une chose. La gauche, et c'est aussi important, la gauche n'a jamais voté à l'Assemblée une proposition venant du RN. Moi, je tiens à le rappeler ici, parce que je ne voudrais pas qu'on mette le doigt dans un engrenage sans fin. Donc il y a effectivement quelque chose qui est difficile aujourd'hui à appréhender, et je ne suis pas sûr finalement que ce que proposera le RN sera si social que cela, parce que je sais d'où ils viennent, je sais ce qu'ils soutiennent en fait, et j'attends de voir dans un débat démocratique ce qu'il en est. Léo Purgat, puis après j'aurai une question sur le financement des mesures. Les Insoumis ont annoncé qu'en concertation avec vous, les autres groupes de gauche, il y aurait aussi une proposition d'abrogation dans leur niche. Est-ce que c'est facile de travailler avec eux ? Avec les Insoumis ? Oui. Grand sourire pour ceux qui n'ont pas les images. Oui. On vous a senti parfois agacé par leur prise de position. Oui, mais vous le savez, encore dernièrement. D'ailleurs, ça avait trait notamment à l'identité du Parti communiste, à son drapeau, à ce qu'il était avec Sébastien Delogu. Non, c'est pas facile. Je différencie nettement les électeurs, les militants de base, un certain nombre d'élus locaux, de la France insoumise, avec une certaine direction. On la connaît, cette direction, c'est celle qui est autour, sans être trop ad nominem, autour de Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, beaucoup s'éloignent de plus en plus, et parfois dans des déchirements assez spectaculaires. C'est pas facile. Mais je veux dire quelque chose au journaliste de la Marseillaise, qui est Léo. Je veux lui dire quelque chose, c'est que au-delà de ça, l'union, c'est un combat. Il connaît l'expression. C'est-à-dire que pour moi, l'union de la gauche, c'est quelque chose d'essentiel, d'extrêmement important. C'est pas à tout prix, n'importe comment, on l'a vu avec la NUPES, mais notre point de départ, c'est l'union de la gauche. Aujourd'hui, j'ai parlé de la droite et de l'extrême droite. Face au fascisme, ils doivent tous savoir qu'on sera toujours unis, du Parti socialiste aux communistes, aux écologistes, à la France insoumise. Ouais. Ça, c'est extrêmement important. Donc, je pense que l'union de la gauche doit être la stratégie de toute la gauche, mais on ne doit absolument pas laisser passer ce qui est contraire aux principes et aux valeurs de cette gauche. On a parlé d'abrogation des retraites. Marc Pénat, député PS de la 11e circonscription d'Aix-en-Provence. Comment est-ce que vous financez ? Parce qu'on nous dit, on entend cette semaine que ça coûterait entre 15 et 20 milliards d'euros par an. Michel Barnier semble découvrir que les finances de la France sont exsangues. Comment est-ce que vous allez réussir, si vous deviez être en position de gouverner, à mettre le SMIC à 1 600 €, à abroger la réforme des retraites ? Vous allez faire tourner la planche à billets ? Comment ça fonctionnerait ? C'est possible déjà ou pas ? Bien sûr que c'est possible. Il y a de nombreux économistes qui l'ont dit avec nous. Il y a même un prix Nobel d'économie qui, en quelque sorte, a dit que c'était le programme financé de la manière la plus sérieuse par rapport aux autres programmes à l'époque, et que donc c'était tout à fait crédible. Première chose, les retraites, le régime des retraites n'est pas en déficit actuellement. C'est une réforme qui a été prise de toute façon de manière précipitée. Il est à l'équilibre. Il y a des projections sur dans 20 ans,
dans 25 ans. Gouverner, c'est aussi prévoir. Donc il faut s'en occuper, mais pas dans l'urgence et n'importe comment, comme ça a été fait, selon moi, avec la loi Macron. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, attention, l'argument sur le déficit. Le déficit, il est d'abord non pas le fruit de dépenses inconsidérées, regardez l'état de l'hôpital, de l'école, des services publics, il est le fruit des recettes que l'on a abandonnées par une politique fiscale injuste et qui en plus n'a pas donné de résultats. Donc la première réponse du nouveau Front populaire, c'est une meilleure répartition des richesses. Une meilleure répartition des richesses qui implique la justice fiscale. Pas le matraquage fiscal, mais la justice fiscale pour le plus grand nombre. Et donc, de ce point de vue-là, nous avons montré avec un impôt sur la fortune, avec des tranches d'impôts sur les revenus qui seront revues, avec l'abandon de la flat tax et de tout ce qui a contribué largement à déshabiller l'État au niveau des recettes, nous avons montré que nous avions un gisement de recettes tout à fait sérieuses de cette manière-là, sans casser l'économie, contrairement à ce qu'on nous dit. Puisque vous voyez que M. Barnier va être peut-être obligé d'augmenter les impôts, ce qui est en train, en fait, de montrer que eux l'ont fait sans vision d'ensemble et sans projet économique et social, alors que nous avons un projet. Dernier point, quand vous augmentez les retraites, les pensions, les petits revenus, c'est injecté immédiatement dans l'économie et ça donc permet le développement économique et des recettes fiscales nouvelles. Il y a trop eu de politique de l'offre en matière économique. Il faut une politique aussi équilibrée de la demande. Il faut qu'on parle aussi de la politique locale. Vous êtes le chef de l'opposition de gauche à la municipalité d'Aix-en-Provence. Comment avez-vous regardé les résultats de second tour de ces législatives qui sont assez étonnants pour la ville d'Aix-en-Provence ? Regardez ce qu'il s'est passé. D'abord, je veux revenir à l'élection européenne et mettre en avant quand même un élément d'analyse et de danger. Contrairement à ce que dit la maire d'Aix-en-Provence, eh bien, le Rassemblement national est arrivé en tête à ces élections européennes. Ça n'était jamais arrivé à Aix, avec un score élevé qu'elle essaie de minimiser. Je pense qu'il y a un vrai sujet qui est sensible à tout ce qu'on connaît dans notre territoire. Et les quartiers populaires d'Aix, par exemple, ou les quartiers populaires d'autres villes autour d'Aix n'y échappent pas. Ça, c'est la première, ensuite, la première réponse. La deuxième, oui, quand vous regardez les résultats du premier tour, en ce qui me concerne, pour ce qui est d'Aix, je suis en tête dès le premier tour. Et au deuxième tour, j'avoisine les 58%. Et c'est pareil pour mon camarade battu pour des raisons que vous connaissez, Jean-David Ciotte, de l'autre côté. Le maintien effectivement d'un candidat modem. Ça veut dire modem. que Aix peut être gouverné à gauche. Ça veut dire qu'une majorité à gauche est possible à Aix. Évidemment, c'était un front républicain au second tour. Ça signifie qu'il faut aller chercher dans l'électorat au-delà de ce que nous sommes, mais ce que j'en tire comme conclusion, c'est, vous avez eu il y a quelques jours Sophie Joissains, elle dit que c'est une ville modérée de centre droit. Non, aussi peut-être de centre gauche, et puis d'une gauche véritable, telle que nous l'avons construite avec Sans Partage depuis 4 ans. Est-ce que l'électorat de Mme Pétel, justement, peut aussi entendre votre message après avoir été échaudé par son attitude ? Je le pense. Je pense que Mme Pétel, c'est en dehors de la question de la morale politique, elle s'est suicidée politiquement. Je pense plus qu'elle soit crédible et je vois arriver d'ailleurs sans doute d'autres appétits. Mais moi, je vais parler aux électeurs. Vous avez absolument raison. Mme Pétel a une dérive droitière qu'elle avait déjà depuis pas mal de temps et ça ne me surprend pas. Elle veut même battre Sophie Joissains sur sa droite. Donc je pense qu'aujourd'hui, elle est très diminuée politiquement et cet électorat, j'en ai vu beaucoup pendant l'été, a été vraiment scandalisé par son attitude, assez déstabilisée. Et donc, la modération de Mme Pétel n'était que de façade. Cet électorat-là, sur un projet municipal de rupture avec les années Joassains, c'était l'électorat qui peut venir massivement vers nous. On a la profession de foi de Marc Pénat, qui sera sans doute candidat aux prochaines élections municipales. Il sourit. Le serez-vous ? J'avais dit que je l'envisageais. Bon, maintenant je suis député, j'ai un mandat qui n'est pas facile dans les temps actuels, donc je vais me consacrer à ce mandat. Mais en se consacrant à ce mandat, moi je suis vraiment très favorable à l'ancrage local. Si j'avais pas été un élu local, je pense pas que je serais élu aujourd'hui. Je pense qu'il faut combiner les deux. Et je pense qu'effectivement, Aix, la fois prochaine, je ne crois pas à la réélection de Sophie Joissains, doit avoir une autre perspective. Non, je réponds oui à la place de Marc Pénat. Qu'est-ce que la République pour vous ? C'est la question signature de cette
émission, Marc Pénin. Vous savez que je suis professeur, que je suis historien de droit. Tellement professeur à une certaine époque. Et que je suis spécialiste en droit romain, que je suis latiniste, donc res publica, la chose publique. Mais la chose publique, comme disait Cicéron, c'est la chose du peuple, c'est la chose de tous. Donc la République, c'est ce que nous avons en commun. C'est ce que nous partageons ensemble au-delà de toutes nos différences sociales, d'éducation, d'origine, de religion. C'est ce qui circule entre nous et nous permettent de faire société ensemble. Et faire société ensemble, après, très concrètement, c'est quoi ? C'est l'état de droit qu'il faut garantir aujourd'hui, car il est menacé dans un certain nombre de domaines. Et deuxièmement, faire société ensemble, c'est quoi ? C'est l'hôpital, c'est la sécurité sociale, c'est l'école. C'est ce qui nous permet, les services publics de manière générale, c'est ce qui nous permet d'incarner la République, qu'elle ne soit pas simplement abstraite, l'incarner cette République. Et c'est aussi, je termine par là, la République, c'est faire nation, telle qu'on l'a envisagée depuis 1789. Marc Pénin, député de la 11e circonscription des Bouches-du-Rhône, député socialiste. Merci d'avoir été notre invité ce dimanche dans Rue de la République. Merci à vous de votre invitation. Merci à Léo. Merci.